sur la chaîne de Petite Evie, donc la chaîne où on apprend à dessiner, mais aussi toutes les méthodologies de dessin. Mais j'ai pensé il n'y a pas longtemps à vous faire aussi des petits moments d'histoire de l'art, donc qui seront appelés les brèves histoires de l'art, qui vont vous apprendre beaucoup plus sur l'art, sur l'histoire. Et pour moi, c'est important de susciter votre curiosité, d'améliorer cette envie d'en apprendre plus, puisque quand on connaît les artistes, quand on connaît leur technique, quand on sait pourquoi ça existe, ben finalement on sait aussi pourquoi on dessine. Je vous propose en fait de voir cette vidéo d'histoire de l'art sur le portrait. Qu'est-ce que le portrait? Et à tout à l'heure pour le dessin. Merci. En histoire de l'art, l'art du portrait est très vaste. Donc la première fois qu'on en parle, c'est en Grèce antique. C'est une légende qu'on nomme Boutadès de Corinthe, rapportée par un philosophe nommé Pline l'Ancien, qui raconte qu'un jour, une jeune fille grecque appelée Callirhoé dessina sur le mur, avec du charbon de bois, l'image, ou du moins le visage de son amant qui devait partir à la guerre et sans doute qui ne revient jamais. Ce dessin, on en mit de l'argile sur le mur et on en fait une sorte d'objet plat en relief, en fait, donc on appelle le bas-relief, qui a été cuit et en fait ce fut le premier portrait de l'histoire. Dans l'Antiquité grecque et romaine, la plupart du temps, ce qui est portrait était des peintures, fresques, murales, la plupart du temps aussi des statues, donc en ronde-bosse en intégralité, ou des bustes ou des bas-reliefs. Les Grecs et les Romains considéraient qu'une statue pouvait faire vivre la personne éternellement. De la même manière que les Égyptiens créaient des monuments en statue, essentiellement des portraits en entier, donc ça veut dire en pied, ou de visage, donc des bustes, pour montrer leurs grands rois, leurs empereurs, les femmes des empereurs, les enfants, etc. En tout cas, souvent la famille royale. Donc il faut savoir en fait que dans l'Antiquité, tout ce qui est peinture fresque montrait la royauté des gens importants, des nobles, souvent peints sur les façades de murs, à l'intérieur des maisons, en couleur. Mais la plupart du temps, c'était des peintures funéraires ou des statues funéraires. La Rome antique a fait des statues de leur empereur pour, on va dire, les garder en mémoire. Ils étaient faits de leur vivant, mais parfois ça pouvait être de leur mort. Donc le portrait, à une certaine époque, c'était plutôt rendre la personne impérissable et donc éternelle. On va dire plutôt dans le camp des morts, voilà. Non dans le camp des vivants. Léon Battista Alberti, qui est un humaniste italien en 1404, disait du portrait, c'était rendre les absents présents. Dans l'Antiquité, la plupart du temps, les portraits souvent étaient des effigies de profil pour les pièces de monnaie, des blasons, donc essentiellement, comme je vous ai dit, des bustes ou des statues qui décrivaient une raison sociale élevée. Après ce moment de l'histoire, le portrait change, on va dire, de camp. C'est un regard sur soi et sur l'autre. Le portrait devient la visualisation d'une époque, d'une personne, un statut social, une pensée, un attribut personnel et familial ou religieuse. C'est le début de la modernité, car l'homme devient au centre de tout, une focalisation sur lui-même, son individualité, son individualisme, sa singularité. Il est le seul sur le tableau, donc il est le maître, on va dire. Il prend toute la place sur le tableau et il nous regarde en face. Ça, c'est important, il regarde le peintre, donc en fait, il nous regarde nous. Fini les scènes religieuses où Dieu était le centre du monde et le centre de tout, peint pendant très longtemps, surtout que ce soit à la Renaissance, mais aussi au Moyen-Âge essentiellement, où l'homme était peint en allégorie de Dieu ou des apôtres ou des anges, ou en tout cas c'était des scènes montrant la place de Dieu, mais pas la place vraiment de l'homme. Fini aussi les scènes où la nature est imposante, où elle prend toute la place dans le tableau et où l'homme il est tout petit, ridicule, où c'est la place de Dieu, où c'est la place de la nature, mais en tout cas il n'y a pas de place pour l'homme dans la peinture. Fini aussi les allégories. On peint des scènes légendaires où en fait les êtres humains que l'on voit sont représentatifs d'une légende, d'une philosophie, d'une divinité. Donc ce sont des scènes mythologiques, mais en tout cas, malgré que ça pourrait être des portraits, ce n'en sont pas puisque ça ne représente pas quelqu'un en tant que tel, mais une légende.
Le portrait, c'est vraiment le fait de voir quelqu'un en face qui existe, qui est vivant, que l'on peint de son vivant. C'est comme si on dérangeait une personne en train de faire quelque chose dans sa vie et on l'a peint à un moment précis de son histoire. Voilà. Que l'homme devient un centre de tout. Il se peint aussi lui-même, donc l'artiste se peint en faisant des autoportraits. Il y en a de plus en plus à partir du Moyen-Âge avec les peintures de Dürer par exemple qui sont créées avec des eaux fortes et des gravures. Van Eyck en a fait. On a aussi bien sûr Léonard de Vinci, donc qui est plutôt à la fin du Moyen-Âge, début Renaissance, qui se peignait énormément. Donc à partir du Moyen-Âge, les peintures flamandes ont vraiment mis un point d'honneur à montrer l'humain tel qu'il est, en fait, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Et Jan van Eyck ou les frères Limbourg en peignaient beaucoup les nobles, les personnes riches, mais aussi les personnes du peuple. Aimaient montrer des scènes de la vie quotidienne, en fait, avec des familles entières ou des portraits intégrales, à pied ou en buste, mais où on montre, on va dire, l'aspect social des gens. On est de plus en plus dans la réalité, dans ce qui se joue au quotidien. On n'est plus dans l'allégorie, on n'est plus dans la divinité. On est vraiment dans l'humain. Le premier portrait du roi de France a été fait en 1549 et Jean de Lebon, peint par Francisco de Holanda, qui lui-même a écrit le premier traité de la peinture de portrait en Europe. À partir du Moyen-Âge, on commence vraiment à remettre l'humain à sa place, on va dire, au centre. Le portrait représente la singularité d'une personne qui nous regarde, comme si on le dérangeait dans sa vie quotidienne. On représente des hommes d'affaires, des politiques, des nobles, des rois, le peuple parfois, des enfants, des familles. C'est l'ancêtre de la photo de famille ou du portrait, genre photo d'identité. Fin du Moyen-Âge, début Renaissance, on est de plus en plus dans le portrait, donc Léonard de Vinci ou Michel-Ange adorent ce genre de choses, essaient de comprendre de plus en plus l'être humain, et c'est vraiment les débuts de la connaissance de l'anatomie en tant que telle, en plus de ce qu'avaient été déjà fait les Grecs et les Romains dans l'Antiquité. Donc on récupère, on va dire, ces connaissances qui ont été perdues au Moyen-Âge, et on va commencer à disséquer les humains pour carrément comprendre scientifiquement comment ça fonctionne, et donc le portrait va devenir vraiment un travail précis sur les proportions justes, malgré qu'à la Renaissance on est encore dans le portrait pour l'église ou des scènes pour l'église, la scène de Léonard de Vinci, mais on fait quand même malgré tout des portraits de famille et des portraits de personnes nobles importantes qui auraient commandé le portrait à un artiste, un début de mécénat qui commence à la Renaissance, qui a un peu débuté au Moyen-Âge, mais c'est vraiment la Renaissance qui a créé totalement le principe de mécénat. On embauche des artistes pour faire un maximum de portraits et pour rester dans les annales de la famille, hein, bien sûr. Voilà. À partir de là, on va dire, le portrait devient tout à fait quelque chose de normal et on va continuer à la Révolution où ce ne sera plus les rois, ce ne sera plus les grands nobles qui vont acheter des portraits, mais aussi les bourgeois, les petits bourgeois et parfois le peuple aussi qui vont le faire. Donc les portraits deviennent de plus en plus poignants, réalistes, de plus en plus proches de la réalité de la personne. L'impression de voir ses pensées, de voir son regard comme s'il était vivant. Donc Léonard de Vinci avec la Mona Lisa est celui qui est le portrait le plus parlant, le plus sincère et le plus impressionnant. Au niveau des techniques, il y en a plusieurs. Des portraits de bataille, donc ça c'était vraiment entre le Moyen-Âge et la Renaissance, on utilise beaucoup le portrait de bataille, donc pour les rois par exemple, comme Louis XIV. Des peintures historiques, garder en mémoire un moment historique, et donc on va peindre les personnes, on va les mettre dans des situations, donc ça va vraiment être presque du théâtre de peinture. Ça s'appelle des scènes de portraits où il y a plusieurs personnes. Des portraits de groupe, des portraits de famille ou des portraits de classe sociale. Au niveau de la représentation, on a en pied, donc c'est-à-dire portrait intégral, donc tout le corps. On a les mi-jambes, on a les mi-corps, demi-figure, donc presque buste, mais un petit peu plus que le buste. On a le buste ou la tête. On a ou debout, ou assis, ou à cheval. Et au niveau des faces, on a de face, profil et trois quarts, bien sûr. Et tout ce qui est de dos et profil trois quarts dos, profil perdu, ça c'est vraiment à certains moments, souvent ça peut être l'artiste qui se peint dans une scène de groupe et souvent il est de dos ou un peu loin de trois quarts.
Donc on a aussi en Asie, tout ce qui est Chine, Japon et Corée. La façon de peindre, en fait, c'est plus du lavis, de la peinture de Chine. Et ce sont des portraits souvent entourés de poèmes. Donc au Japon, on appelle ça des haïkus. On fait beaucoup de portraits de famille, en fait, essentiellement pour les nobles, pour les rois, pour les empereurs. Et ça peut être funéraire, mais ça peut être aussi pendant la vie. Donc c'est vraiment ça peut être des petites icônes qu'on garde sur soi. Par du temps au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est la peinture à l'œuf pour l'Italie. Donc à l'époque, on peignait avec des œufs. C'est pour ça aussi que les œuvres de Léonard de Vinci ne se gardent pas bien, parce qu'en fait, l'œuf noircit avec le temps, alors que dans les peintures flamandes et du Nord, en fait, on peignait avec de l'huile, donc c'est de l'huile de lin, et c'est une peinture qui se garde très très bien, et donc la plupart du temps, aujourd'hui, on utilise plutôt la peinture à l'huile. Alors que l'Asie était plutôt dans la peinture à l'eau, l'aquarelle, l'encre de Chine. Une artiste, peintre et professeure de dessin en 1800 qui s'appelle Madame Cavé, qui dit du portrait: cherchez toujours le beau en peignant les figures. Et ce qu'elles ont de laid deviendra beaucoup moins visible ou même disparaîtra. Pour faire un portrait, il faut être très savant ou très ignorant. Un ignorant voit très peu de choses dans une figure. Il voit l'essentiel, c'est-à-dire, outre l'ensemble des traits, cet air de visage qui fait qu'on ne prend pas un individu pour un autre. Les grands talents savent rester naïfs en cherchant la couleur et le dessin. Non seulement leurs portraits sont ressemblants, mais ce sont des œuvres d'art que la postérité gardera. Et c'est à partir de 1800, et on va continuer en 1900 et ainsi de suite, que l'art va totalement basculer dans une nouvelle ère. Pourquoi? À cause de la photographie. Et oui, pendant longtemps, voire même depuis le Moyen-Âge, en fait, on découvre les principes photographiques, on les a étudiés, on a beaucoup d'alchimistes qui se sont, on va dire, cassés les dents dessus. Et au 19e, on découvre des procédés modernes qui font que la photographie tient dans le temps par des impressions lumineuses, en fait, dans un système de lentilles, enfin en gros tout un système qui font que la photo s'imprègne dans un papier et tient dans le temps. Ça va complètement révolutionner le principe artistique. Les peintres vont plus vouloir dessiner la réalité puisqu'il y a déjà quelque chose qui le fait. Pourquoi continuer en fait? Donc ils vont s'affranchir des académies, de la peinture réaliste. Ils vont vouloir complètement réinventer l'art. Voilà, c'est vraiment le début de la révolution artistique. L'artiste devient une personne qui regarde son temps, son époque, qui devient critique de la société. En gros, il devient le messager de son temps. C'est Claude Monet qui crée un peu le principe de style sans peut-être le vouloir au départ, mais en tout cas, tout le monde va plus ou moins aller dans son sens. Donc il devient un pionnier, finit les représentations fidèles malgré qu'il le soit encore dans ses débuts de peinture. Il est encore dans la réalité, mais en fait avec une pointe de provocation, de révolte face à son quotidien. Et donc il va mettre en scène des portraits qui sont vraiment presque de la vulgarisation, tout en étant dans la figuration. On va dire qu'après lui, ça bascule, on va dans l'impressionnisme. Donc avec les grands artistes comme Monet, Renoir, Gauguin, Van Gogh et bien d'autres, on va prendre le principe de la photographie et on va l'amplifier et on va la critiquer et on va montrer à quel point finalement l'art n'est pas terminé, l'art n'est pas fini. On va utiliser le média de la peinture, donc les pigmentations, montrer le principe chromatique qu'utilise la photo mais qu'on ne voit pas, mais eux ils vont vraiment s'amuser avec le principe de la lumière. Leurs œuvres vont être vraiment très très joyeuses, très pigmentées, très colorées. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous ne pouvons pas faire de la photo couleur. Eh ben, les artistes disent, nous, on peut. L'art n'est pas mort, ils sont encore là, et donc ils le montrent. Ils s'amusent avec la lumière, ils s'amusent avec presque le principe atomique des choses. Permet aussi à la science d'évoluer, et forcément, la photo va évoluer grâce à eux, parce qu'au final, ils ont compris le principe de l'art chromatique, de l'art de la lumière, et forcément la photo va évoluer à la couleur, et oui, malheureusement. Mais ils ne disent pas leur dernier mot, l'art n'est pas terminé, donc puisqu'on ne peut pas faire la réalité, on fera le psychique, on fera
le mental, on fera la psychologie humaine et donc le surréaliste naît. Avec Dali, Magritte, l'art n'est pas mort. Et d'ailleurs, Dali dira, nous faisons de la peinture, le mysticisme corpusculaire. Nous voyons des choses que personne ne peut voir et nous faisons ce que personne ne peut comprendre. L'art devient psychologique, devient le miroir de l'âme. On peut même rentrer dans le scientifique, dans la réflexion humaine, tout en étant bien sûr dans le figuratif, puisque c'est plus facile de faire des schémas mentaux, faire des charades par le dessin figuratif, sinon ce serait compliqué. Bien que nous allons de plus en plus dans l'abstrait psychologique, mais aussi dans l'abstrait pictural. Et justement, nous avançons dans le cubisme avec Braque, Picasso et d'autres, où là se déconstruit. Voilà, nous avons terminé le processus de la réalité, nous avons terminé le processus mental. Tout est explosé par le cubisme, que ce soit des portraits, des scènes de gens, ils vont être totalement déconstruits. Donc on est dans l'explosion totale des formes, de la compréhension, on va s'amuser en fait avec l'art pictural, on va déconstruire le cadre bien établi finalement de la société, on va déconstruire la perspective, en gros on casse tout, on révolutionne tout, on est dans la modernité, on se pose plein de questions. L'art est un miroir de l'homme, un miroir de sa réflexion et c'est ça que veut montrer l'art moderne. Des personnes comme Picasso ont vraiment fait des expériences picturales. C'est vraiment, l'art devient pas seulement je fais ce que je vois, j'invente une autre réalité, une expérience picturale avec par exemple des expériences périodes de bleu, ces périodes de rose, ces périodes cubistes, ces périodes réalistes, surréalistes. En gros, on fait ce qu'on veut, on essaie de comprendre le monde, c'est ça, l'artiste devient un explorateur et finalement presque un scientifique. En Amérique va exploser à cause de justement ce principe photographique de photo couleur. L'art va devenir hyper réaliste. Ça veut dire que oui, d'accord, la photo existe, oui, d'accord, tout le monde peut l'acheter, tout le monde peut en avoir à la maison, ok, d'accord, j'ai compris, nous n'existons plus, nous les peintres, nous ne servons plus à rien. Et en fait, je vais vous montrer que la photo n'ira jamais au point de réalisme dans lequel moi, artiste, je peux voir la réalité, je peux voir les choses. Et donc, on a des artistes comme Mark Greenwald ou Chuck Close qui vont aller dans la peinture absolue du détail le plus infime, le plus intime de la personne, les grains de peau, les pigmentations, l'analyse de fragmentation de la lumière, on va exploser tout ça. Et en gros, on va rester toujours dans ce principe que nous allons plus loin que la science, nous allons plus loin que la modernité. Le principe de portrait est dans l'art, à aller plus loin de ce qu'on voit, à mettre en scène des personnes qui veulent soit un portrait, mais aller plus loin que le portrait, aussi dans la peinture ou dans le dessin, aller encore plus loin que ce qu'on voit, aller dans l'âme, les principes même des choses. J'espère que ce petit moment d'histoire de l'art vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça pourra m'aider pour le référencement, mais aussi pour en faire un maximum et vous aider et surtout vous faire plaisir pour vous raconter des histoires qui ont existé et ça c'est chouette.